Salut les entrepreneurs, c'est Goulman Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel interview. Des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois immobilier avec Kim. Kim, comment tu vas? La forme? Très bien, merci de m'accueillir chez toi dans un super endroit. Ouais, bah voilà, on est en direct, non, enfin actuellement, ouais, on est en direct depuis Toulouse, où tu es venu me rejoindre depuis Paris, où tu es venu voir quelques amis, et on en profite pour faire une petite interview justement un peu sur ton parcours dans l'immobilier, d'il y a quelques années jusqu'à aujourd'hui, pour véhiculer aux internautes comment tu as réussi, comment tu es passé à l'action. Mais avant d'évoquer le parcours de Kim, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à télécharger mon dernier livre, Trouver et acquérir la bonne affaire avant tout le monde, qui se trouve dans le lien au-dessus ou en dessous. Et c'est parti, à nous deux. Donc Kim, pour ceux qui te découvriraient, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Oui, je m'appelle Kim, j'ai 29 ans, j'ai commencé l'investissement immobilier il y a maintenant 4 ans, en 2014. À l'époque j'étais encore étudiant. Donc, tu veux savoir comment j'ai commencé Ouais, tout ça, on va y venir. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu en arrière après. Donc aujourd'hui, Kim, pour ceux qui le découvriraient, aujourd'hui, grosso modo, tu me dis si je me trompe, je vais te laisser reprendre la parole, mais tu gères un peu le business dans l'infoprenariat de Gilles Grimm. Oui, c'est ça, je gère son business, je gère son business sur les réseaux sociaux, sur internet, je gère son web marketing. Donc ouais, maintenant mon activité principale, qui c'est devenu mon activité principale. Donc mon activité principale est centrée sur l'infoprenariat. Donc je suis toujours dans l'immobilier, même toujours très actif dans l'immobilier. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais, on va y revenir tout à l'heure. Donc pour l'instant, pour ceux qui découvriraient Kim, donc voilà, Kim gère tout le business infoprenariat de Gilles Grimm, pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous ne connaissez pas Gilles Grimm, vous irez voir vous irez demander à votre pote, à votre ami Google, il vous dira tout. Et donc Kim, revenons-en à toi. Donc toi, l'immobilier, pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a fait mettre le pied à l'étrier à l'immobilier? Tu as commencé, comme tu nous l'as dit, quand tu étais encore étudiant, et c'est là que tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier. Alors comment, quand on est étudiant, c'est bien beau de s'intéresser à l'immobilier, mais comment toi tu es passé à l'action dans l'immobilier alors que tu étais encore étudiant? En fait, pour tout te dire, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle l'indépendance financière en 2013. Ouais. En fait, oui, c'était l'époque où j'étais encore étudiant. Mais en fait, je cherchais par tout moyen de gagner de l'argent autrement que par les schémas classiques qui sont le salariat, qui est aussi la façon dont moi, ou je pense toi aussi, et la majorité de ceux qui nous regardent ont été éduqués. Donc le fait de faire des études, de trouver un boulot après ses études, de rester toute sa vie salarié pour avoir une retraite à 80 ans. Et toi, ta vie identifiait que c'était pas ça que tu voulais? Oui, parce qu'en fait, ceux que je voyais, donc ça correspondait à mon entourage très proche à ce moment-là, ils avaient une vie qui ne me plaisait pas. Je ne me projetais pas dans ce genre de vie pour ensuite. Donc j'ai cherché par tous les moyens à chercher d'autres façons de gagner de l'argent ou d'autres façons de vivre financièrement. Tu as été voir Google, tu as tapé comment devenir riche. C'est exactement ça, en plus ça t'est tombé pile dessus. J'ai tapé en premier comment devenir riche. J'ai cherché plusieurs méthodes d'ailleurs pour devenir riche qui n'ont pas marché. Au début c'était des paris sportifs foireux, des bannières où on cliquait, où on gagnait 2 centimes par jour. Ça je l'ai fait aussi pendant plusieurs mois. J'ai pas honte de le dire. Mais faut essayer de toute façon. J'ai essayé plusieurs choses jusqu'au jour où je suis tombé sur un des premiers blogs qui parlait d'immobilier. J'ai vu à ce moment-là que l'immobilier pouvait générer, si on s'y prenait bien, ce qu'on appelle des revenus passifs, des revenus alternatifs, où on passe moins de temps que quand on est salarié, et qui peuvent générer des revenus aussi beaucoup plus intéressants et solides qu'en étant salarié. Et là, ça fait tilt dans ta tête. C'est ça fait tilt à ce moment-là, mais comme tu l'as dit à l'instant, étant toujours étudiant, quand on est étudiant, t'as pas de revenus, à moins que tu fasses en alternance. Donc comment tu t'es débrouillé justement? Donc tu vas voir Google te dit que tu peux gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc après, comment tu fais pour implémenter ce que te dit Google ou ce que te dit les différents blogs que tu as à voir? Comment tu fais pour passer à l'action?
En fait, à ce moment-là, enfin, je faisais énormément de recherches sur le sujet, ça prenait pratiquement toutes mes journées, enfin, Ouais. tout mon temps libre, je le passais sur les blogs immobiliers ou sur Internet pour cela. Et à un moment donné, j'étais tombé sur une vidéo d'une personne en fait qui avait investi dans l'immobilier, enfin, qui était même plus jeune que moi, qui avait investi dans une place de parking déjà, par ce qu'on appelle un prêt étudiant. Ouais. Donc, ayant vu ce cas en vidéo et que c'était possible, Le cas de Sofiane. c'est ça, c'est le cas de Sofiane d'ailleurs qui est devenu un très bon ami à moi aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai reproduit la même chose. J'ai fait mon premier investissement immobilier. Donc tu étais à la banque pour démarcher un prêt étudiant. Un prêt étudiant, donc normalement, ça aurait été quoi pour tes études en fait, Normalement, oui. voilà, pour le bien de tes études. Mais en fait, ce prêt étudiant, comme il ne te demande pas forcément t'as pas de garantie, t'as pas d'organisme de caution, t'as pas d'hypothèque, c'est un prêt étudiant, c'est comme un peu un prêt à la consommation, sauf que tu as des taux qui sont à moins d'1% généralement. Tu peux avoir des différés qui vont jusqu'à 5 ans. Tu peux, je crois, si je dis pas de bêtises, emprunter jusqu'à 50 000 euros. En fait, vraiment, les organismes bancaires mettent vraiment énormément d'avantages pour les étudiants. Mais après, il n'y a rien qui est surveillé derrière. Donc après, libre à toi, une fois que tu as l'argent, d'en faire ce que tu veux. C'est exactement ça. Et toi, tu as été plus malin que les autres. Oui, bon après, Tu l'as fait, voilà, tu l'as investi pour qu'il te rapporte quelque chose. c'est ça. Mais encore une fois, plus malin si j'ai suivi ce que j'avais vu en fait, Ouais. ce que j'avais vu de quelqu'un d'autre qui avait déjà fonctionné. T'as pas suivi le troupeau, quoi. C'est ça, j'ai décidé de passer à l'action, enfin d'appliquer et puis d'y aller, quoi. Une méthode qui avait déjà fait ses preuves. Ouais. Et encore, je pense que vu, enfin, tu l'as évoqué à l'instant, j'ai pas poussé le prêt étudiant jusqu'à ce que j'aurais pu faire. Jusqu'à 50 000 euros non. ou jusqu'à en faire dans plusieurs organismes bancaires. Même le différé de 5 ans jusqu'à 50 000 euros, des taux en dessous de 1%. Dans ça, j'ai juste eu à peine 9 000 euros, Ouais, un différé de à peine un an. ouais. Puis ouais, non, j'ai pas fait plusieurs organismes bancaires, juste un. Ça s'était passé un peu particulièrement cette fois-ci parce que j'étais même pas allé demander tout de suite. Enfin, c'était dans mon idée Ouais. d'aller demander un prêt étudiant dans une banque. Mais sauf que là, quand je l'ai eu, c'était un moment où je devais fermer un compte dans une banque en fait. Et au moment d'aller fermer le compte dans cette banque en question, ils m'ont dit, avant de fermer, vous savez qu'on propose des prêts étudiants à 1%, plafonnés à 10 000 euros. Donc en fait, ça tombait pile vraiment dans ce que je recherchais à ce moment-là. Donc tu as dit ok, moi tu avais déjà en tête d'investir dans une place de parking, tu savais déjà ce que tu voulais par rapport avec ton prêt étudiant. Oui, oui, je savais déjà que je voulais investir. Donc tu savais que les 10 000 euros suffisaient pour justement acheter ta place de parking. Oui, donc là, j'ai même pas investi 10 000 euros en fait, c'était Ouais. 8 000, un peu plus de 8 000 euros. Ouais, Donc c'était un investissement, mon premier investissement où j'ai fait un parking moto en fait, que Ouais. j'ai divisé en plusieurs places d'accord. que j'ai revendues par la suite. D'accord, donc c'est quoi, une place pour une voiture que Oui, tu avais divisé en 4, ça, 3-4, en 3, oui. en 3, et donc dessus, tu avais, au lieu d'avoir, voilà, ces petites astuces, au lieu d'avoir, c'est un peu le même principe que la colocation dans un appartement, au lieu d'avoir un emplacement que tu aurais peut-être loué 100 euros, bah peut-être que tu louais 40 euros les trois places, et ce qui te faisait une rentrée d'argent, enfin j'invente les chiffres, mais ce qui te faisait une rentrée d'argent de 120 euros au lieu de 100 euros. Ça te permettait d'avoir une rentabilité beaucoup plus importante. C'était exactement 45 euros par place. Donc c'était 45 x 3, c'était 135 euros D'accord, que je générais à ce moment-là avec cette place. d'accord. Et tu remboursais combien ton prêt étudiant? C'était quoi les remboursements? Sur le coup, bon, vu qu'il y avait le différé Ouais. d'un an, Ah, donc c'était gratuit quoi. C'était que du bénéfice quasiment. il y a eu juste l'assurance 30 euros par an que je Ouais. remboursais. Donc voilà, ça c'est une astuce, le prêt étudiant, si vous avez encore la chance d'être étudiant, de faire des études, bah voilà, servez-vous des opportunités que peuvent vous offrir les organismes bancaires, c'est-à-dire le prêt étudiant. Bah, vous avez le droit jusqu'à 50 000 euros, après tout dépend des études que vous faites. Si vous faites juste un bac plus 1, bac plus 2, bon, la banque aura peut-être du mal à vous prêter 50 000 euros, et encore. Mais pour ceux qui font des longues études, même pour les autres, il faut quand même demander. Voilà, vous pouvez avoir un différé de 5 ans, 50 000 euros maximum. Donc pour ceux qui ont une fibre, qui se sentent investisseurs,
qui commencent à avoir ça en eux, qui s'intéressent à tout ce qui est dans l'entrepreneuriat, bah, profitez de cette opportunité que vous avez de faire un prêt à moins d'1%. La banque vous demandera très peu de justificatifs, il n'y aura pas d'organisme de caution, il n'y aura pas tout ça, il n'y aura pas d'hypothèque. Donc si vous voulez acheter un bien immobilier, place de parking, faire du business dans les voitures, les louer, appartements, location et compagnie, bah, c'est vraiment une opportunité de mettre le pied à l'étrier et de commencer de faire ses premières armes dans l'entrepreneuriat avec un prêt étudiant. Toi, c'est ce que tu as fait avec une place de parking. Après, c'était quoi la suite? La suite, en fait, j'ai la même année, voyant que ça fonctionnait, en fait, j'ai racheté une deuxième place de parking Ouais, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui, ouais. qui se trouve dans la rue juste derrière de la place de parking que j'ai. Celle-ci, tu l'as financée avec un prêt étudiant aussi? Comment tu as fait? Non, en fait, celle-ci, j'ai revendu cette place de parking que j'avais pas gardée très longtemps. D'accord. J'ai fait une plus-value d'environ 5200 euros. Ah, très intéressant. Pour une place de parking, acheter 8 000 euros, c'est une belle plus-value. Oui, oui, c'est. Disons que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que cette place de parking, je l'avais achetée un peu particulièrement. Je sais pas si si vous connaissez un peu ce qu'on appelle les fins de lot en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est une queue de programme. Ouais, donc le promoteur a déjà tout vendu, il lui reste encore un ou deux biens à vendre, il a envie de s'en débarrasser, ou en tout cas il est solde pour clôturer son opération. C'est ça. Donc Mm. du coup, c'était les deux derniers lots qui restaient Ouais. du programme. Et j'ai fait une offre qui aurait même pu être plus basse, qu'il a accepté tout de suite en fait. Ouais. Donc du coup, revente. En plus, il y avait une bonne rentabilité sur la location. J'ai fait une plus-value de 5200 euros. Ah, Acheté un peu plus de 7000 euros, revendu 13 000 euros. voilà, pour vous, si vous êtes réticent un peu, si vous avez besoin de faire vos armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un peu peur dans l'entrepreneuriat, chose qu'il n'y a pas de honte à avoir peur, mais quand ça peut être intéressant de commencer par des petits biens, par des petits lots, par des petites places de parking. Voilà, si ça peut vous permettre de vous familiariser avec l'entrepreneuriat, avec le monde du business, bah, commencez petit et vous aurez largement le temps de voir un peu plus gros après avec des studios F2, F3 jusqu'aux immeubles de rapport. Donc toi, tu achètes deux places de parking avec qui tu fais tes armes, tu te familiarises avec ce nouvel univers et après tu passes directement à la colocation, c'est ça? Tu achètes une Oui. division de l'eau, tu achètes une grande maison, c'est ça? Bon, après, c'est pas vraiment de la division de l'eau, c'est Non. l'année d'après en fait. Ouais, J'avais fini mes études, commencé à rentrer dans la vie active, à être ça, j'ai eu mon premier emploi, ouais, j'ai eu mon CDI. ouais, Donc du coup après ce que j'ai fait c'était ce qu'on appelle de la colocation étudiante. d'accord. Donc c'est avec des grandes surfaces. Mon premier bien, pareil c'était un peu particulier, c'est une maison de 128 mètres carrés Ouais, avec 26 mètres carrés de comble habitable ouais, en Île-de-France. Cette fois-ci pareil, le bien un petit peu particulier. Je me suis associé avec une autre personne. En fait cette personne, on a acheté le bien de sa voisine qui était centenaire, ouais, qui est parti en maison médicalisée en fait avant qu'on l'achète. hmm, Et du coup, mon ami m'a appelé en me demandant, voilà, je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'immobilier, ouais, là j'ai peut-être quelque chose. Ma voisine dont je m'occupe, des fois depuis plusieurs années, part en maison médicalisée. Donc elle a besoin d'argent pour payer sa maison médicalisée. C'est un bien qui ne sera pas mis en agence ou quoi que ce soit. Elle me propose à moi voilà, de me le revendre à moi à un prix assez intéressant. d'accord. Donc voilà, c'était en fait, Donc là, une maison, tu l'achètes combien à peu près la maison? en tout, tout compris, prix d'achat. Avec les travaux, ouais. Prix d'achat c'est 150 000 euros avec environ un peu plus de 50 000 euros de travaux. Donc un peu plus de 200 000 euros la maison. Et après, avec les frais de notaire, etc., ça faisait à peu près 220. 226 000 euros. Ouais. La maison dans laquelle on a fait un réaménagement de surface. Ouais. Donc c'est un peu différent de la division de l'eau où là on sépare vraiment les habitations. Non, là, réaménagement de surface, on a créé des chambres au sein de la même, au sein de la maison en fait, D'accord. de la même habitation. Donc c'était combien? Donc vous avez fait quoi? Ouais, ta stratégie à toi, c'était supprimer le salon, c'est ça, non? Plus de salon. Plus de salon bon, c'est une stratégie comme une autre, c'est pas une stratégie qui est très utilisée, mais certains voilà, l'utilisent comme Kim
pour éviter aussi peut-être les bruits, aussi pour avoir une meilleure rentabilité, mais pour pas qu'il y ait trop de bordel, pour pas qu'il y ait un lieu où tout le monde se réunit, mettre le bordel. C'est exactement ça. Surtout dans le cas de la colocation étudiante, Mhm. c'est quelque chose enfin, de très pratique et de très adapté. Parce que justement, les étudiants restent en moyenne entre 1 et 3 ans Ouais. dans l'habitation. Mhm. Ce qui fait que c'est pas vraiment leur lieu de vie, mais c'est un lieu de passage pour Ouais, eux. bien sûr. Ouais. Et en plus, les étudiants faisant aussi, je pense qu'il y a certains étudiants ou anciens étudiants qui regardent, c'est les périodes de fêtes, Ah ouais. de soirées étudiantes, ce qui fait que beaucoup de dégradations peuvent venir, des nuisances aussi. Ouais, bien sûr. Donc supprimer le salon qui est le lieu généralement où les gens peuvent se retrouver pour faire la fête. Donc toi, tu supprimes le salon, tu mets quoi? Tu mets une chambre, deux chambres à la place, une, deux chambres? Le salon, Ouais. 2 chambres, Deux chambres? avec une nouvelle salle de bain. D'accord. Et à côté de ça, tu avais déjà trois chambres, non? Deux chambres? À côté de ça, oui, il y avait déjà 3 chambres en tout. Trois chambres, donc ça te fait une colocation à cinq Cinq personnes. chambres. Et sachant qu'il y avait les combles habitables Ouais. au dernier étage, créer encore 2 chambres. D'accord. Ça fait en fait, je me suis retrouvé avec une colocation de 7 chambres. Et à une colocation à 7, ça y en a bien. Pour ceux qui veulent se lancer dans la colocation, est-ce que ça fait pas beaucoup une colocation à 7 personnes? Est-ce que c'est pas compliqué à gérer? Est-ce que 7 personnes au sein d'une même maison, est-ce que ça va pas partir en sucette ou comment ça gère justement une colocation à 7? Non, non, en fait, c'est ce qu'on peut penser au début, que Ouais. ça va être compliqué. En fait, il y a plusieurs points en fait, à bien surveiller avant de commencer. Enfin, il faut bien instaurer les règles déjà au sein de la colocation. Ouais. Bien faire au moins une salle de bain et un WC pour 2 habitants. Ouais. Donc, souvent, les gens prennent leur douche à la même heure, etc. Donc, faut qu'ils aient un accès assez pratique. Pareil, il y a surtout pas mal de points à surveiller, comme dans la cuisine et la salle de bain, leur faire une armoire chacun. Ouais. La salle de bain, c'est mettre une étagère chacun pour leurs affaires. Le frigidaire, pareil, un étage chacun pour chacun. Ouais. Puis ensuite, au niveau des baux, ce qui est important aussi, c'est de mettre une caution qui est collective, des baux individuels avec une caution collective. D'accord. Ce qui fait que si jamais il y a des dégradations, des problèmes, c'est la caution de tout le monde qui est engagée en fait. D'accord. Comme ça, au moins ça permet de les responsabiliser entre les deux et qu'il n'y en ait pas un qui dise ouais, moi c'est pas ma caution, c'est pas ceci, au moins tout le monde est responsable et tout le monde prend soin de la maison. C'est ça. Donc ça c'est ta première coloc, des tarifs un peu, c'est vrai que l'internaute aime bien les tarifs, donc tu l'as acheté un peu plus de 220, 230 et ça tu arrives à en tirer un loyer de combien avec cette colocataire dedans? Mes loyers étaient compris entre 410 et 430 euros. Donc 400 x 7, donc on est presque à 430, on est presque à 3000 euros Parce que de... environ c'était 2900 et quelques euros D'accord. par mois. Donc le cash flow tiré, sachant qu'on est... Donc ça fait une renta brute à 14-15%, quoi. À peu près, puis un cash flow d'environ entre 1600 et 1700 euros par mois. Donc en fait avec une opération, tu te retrouves avec l'équivalent d'un salaire. C'est ça. Bon, sachant qu'on était deux, mais c'est l'équivalent. Ouais, bien sûr, mais pour ceux qui nous regardent, qui voudraient, c'est comme on a l'habitude de le dire, avec l'immobilier, on peut facilement gagner de l'argent, on peut se faire un deuxième salaire, on peut devenir indépendant financièrement. Voilà, en fait, avec ta colocation, tu te dégageais l'équivalent voilà, d'un salaire. Tu l'aurais fait tout seul, tu te dégageais 1600 euros par mois. Donc avec une seule opération, déjà tu te dégageais un salaire tous les mois, quoi. Oui. Et après, première coloc, après tu fais une deuxième coloc, je crois, c'est ça, non? Oui, après j'ai enchaîné encore la même année, et avec la même SCI, la même personne. D'accord, la même organisme bancaire aussi? Non, là c'était un organisme différent. D'ailleurs, D'accord. on avait eu un peu de mal à avoir le prêt cette fois-ci. Ouais. On avait fait à peu près 13, on avait fait 13 banques différentes, et la 13e banque a été la bonne. Ah ouais, donc tu as eu 12 refus avant d'obtenir ton prêt. Oui, 12 refus. Ça c'est aussi l'état d'esprit, c'est le mindset de l'entrepreneur, de l'investisseur qu'il faut absolument avoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans les investissements immobiliers. Souvent, moi je le vois, les personnes, ils ont un refus, deux refus, trois refus, ils arrêtent. Mais voilà, c'est pas ça. Si tu en as trois, tu vas avoir une quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à temps que tu n'aies vraiment plus de solutions. Mais à trois refus, tu as encore plein de solutions à toi. Des organismes bancaires, il en existe plus d'une vingtaine.
Voilà, bah, Kim, c'en est la preuve, il a eu 12 refus, mais il n'a pas lâché l'affaire. Après, je comprends que moi aussi, dans mes investissements, j'ai eu énormément de refus. Je comprends que ce soit fatigant, que ce soit lassant, que le moral en prenne un coup. Mais voilà, vous avez un budget, vous avez un budget, vous avez un projet à mettre en place. Et c'est ça qui doit compter, quoi. Les refus, ça fait partie du jeu, ça fait partie du cahier des charges. Il faut que ce soit vraiment, que ça fasse partie intégrante de, que vous en preniez, que ça fasse partie intégrante de de votre critère à vous, en vous disant que bah oui, ça va pas être facile, il y aura des refus, mais encore une fois, faut pas s'arrêter, quoi. Donc toi, 12 refus, tu continues, tu vas avoir un 13e organisme bancaire, et là c'est bon, bingo. Oui, Et là, là, combien t'empruntes à ce moment-là pour celui-ci? cette fois-ci, j'emprunte 236 000 euros. 236 000 euros. Ta première opération que tu as fait, la banque est au courant, ta deuxième banque, ou tu le caches, ou tu évites d'en parler, comment... Ouais, t'es au courant. Elle était au courant? Vu que bon, c'était en société, Hmm. quand on est en société, c'est vrai que c'est plus compliqué de cacher Ouais. ses crédits parce que en société, on peut, enfin, il y a les bilans Ouais, qu'on bien peut sûr. avoir. Mais en tout cas, enfin, c'était une banque un peu plus souple sur les investissements. Ouais. Et là, ils ont Quelle banque, si tu peux dire le nom de la banque, si, les crédits mutuels. Crédit Mutuel, donc ils sont assez souples, tu as trouvé qu'ils étaient beaucoup plus souples justement pour te financer le bien. Oui, largement, déjà, ils possèdent une délégation de mandat qui est plus élevée que En agence, en agence. pas Qui est besoin plus de passer élevée. par le siège et compagnie. Déjà ça, jusqu'à environ 800 000 euros, pas besoin de passer par le siège. D'accord. Puis deuxièmement, c'est une banque qui est assez tournée investissement. Investissement, d'accord. Parce que la majorité des autres banques, c'est surtout résidence principale, Ouais. habitation. Eux, les investissements, ils sont plus ouverts pour les investissements déjà. Donc là, tu as investi une deuxième colocation. Ta colocation, pour parler rapidement de ta deuxième colocation, cette fois-ci, c'est quoi? C'est le même principe, une maison que tu remanies un peu, comment tu fais ton business C'était là? appartement F4. Donc appartement F4 là? Oui, appartement 76 mètres carrés, enfin presque 76 mètres carrés. Ouais, donc 3 chambres, un salon. C'est 3 chambres, un salon, plus un dressing. D'accord. Il y avait un grand dressing. Là, tu gardes le salon aussi ou encore une fois, tu décides de le salon de le transformer en chambre? Bref, là, le salon, je transforme une chambre, un salle de bain WC, plus un prolongement de couloir. D'accord. Donc en fait, j'ai fait un réaménagement de surface. D'ailleurs, il y a une personne enfin, que tu connais aussi, qui m'a pas mal aidé, enfin même depuis mes débuts dans la colocation, qui s'appelle Audrey, Audrey Perrin, bien sûr. ouais, qui m'a donné pas mal de conseils pour le réaménagement de surface. Donc, Si voilà. tu nous regardes, Audrey, coucou. Salut Audrey. Donc justement, elle m'a donné des conseils sur le réaménagement de surface. Moi qui au début voulais faire 4 chambres, Ouais. je me suis retrouvé en fait avec une cinquième. D'accord. Donc même le dressing, en fait, j'ai pu le transformer en chambre. D'accord. Donc là, c'est un bien que j'ai toujours. Donc pareil, là, tu l'avais acheté combien celui-là? 200... Environ 248 000 248, 250. Et combien de loyer sur celui-ci? C'est 450 euros par chambre. Donc pareil, 400, donc on est un peu plus de 2005, 2006. À peu près, ouais. Donc quoi, c'est quoi un cash flow de 1000, 1200, quelque chose comme ça? Le cash flow plutôt, ouais, 500 euros. 500 euros? Ouais. D'accord, donc ça se faisait un cash flow de plus de 2000 euros avec ta première opération. Oui. Donc déjà un salaire qui commence à devenir presque convenable. Exact. Et là, combien de mois que tu me dis? 5 locataires? Oui. Donc 7, 5. Donc ça te fait 12 locataires. En combien de temps tu as fait ça? En un an et demi? Ah non, enfin c'était toute l'année Ah non. l'année 2015. En Et fait. comment tu fais pour passer de 0 à 12 locataires? C'est pas trop compliqué à gérer? Tu commences dans l'immobilier, tu connais presque rien du tout, t'as rien et du jour au lendemain, enfin quelques mois après, t'as 12 locataires à gérer par rapport à ta vie personnelle, professionnelle, familiale et compagnie. Comment tu gères justement tes 12 locataires? Ça va, ça n'a pas été trop compliqué justement? Bon, après, au début, bon, j'avais quand même eu des locataires, mais bon, des locataires parking, ça c'est pas pareil. C'est vrai que la gestion locative Hmm. n'a rien à voir. Et en fait, je me suis beaucoup formé en fait avant de commencer. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été prendre des renseignements et me former auprès de personnes qui avaient déjà fait de la colocation avant. Ouais, dont, formé, structuré. dont Audrey, Audrey dont Perrin, on ouais. a parlé. Plus une autre personne aussi qui vit au Canada et qui fait de la colocation, en fait, lui il fait de la sous-location qu'il utilise en colocation D'accord. et il le fait avec 54 appartements, je crois. Ah oui, bon. Donc du coup, j'avais passé plusieurs Skype avec lui où il m'avait expliqué comment on faisait la gestion de locataires, puis les petites astuces à mettre en place, etc. Les trucs à demander aussi aux locataires, aux parents. Donc
Ouais. Où j'ai appliqué tous les conseils. Tu as implémenté les conseils de ceux qui sont déjà passés à l'action avant toi. C'est ça. Comme aujourd'hui, il y en a qui implémentent les conseils que tu as pu véhiculer à droite à gauche. Et aujourd'hui, donc 2 places de parking, 2 grosses colocations. Tu t'es arrêté là, je crois, non, ou tu as continué? Non, après, bon, j'ai eu 2 résidences principales. Ouais. Enfin, une résidence principale que j'ai achetée Que t'as. en 2016. Ça c'était après tes 2 colocations? Oui. D'accord. Ça n'a pas été compliqué de le financer par rapport aux banques aussi, ta résidence principale du coup? Là, vu que c'était en propre, Ouais. en propre, c'était un peu moins compliqué parce que je l'ai pas fait via une société. Ouais. J'ai fait, vu que à titre personnel, c'est comme si j'avais pas vraiment d'endettement. Mm. Donc ça n'a pas été compliqué, sachant que c'était pas non plus une somme énorme. Ouais. C'était même pas 100 000 euros. Et là, tu as repassé par le même organisme bancaire du deuxième, Crédit Mutuel ou encore un autre? Comment t'as... C'était aussi le Crédit Mutuel. D'accord, donc ils t'ont encore suivi. Tu gagnais combien à l'époque à peu près pour que l'internaute sache? Gagné même pas 2500 euros, 2400, 2400 net. euros net, sachant que je travaillais 45 heures par semaine. Et avec ça, tu as réussi à emprunter deux fois presque 500 000 euros. Oui. 500 000 euros, on va dire 600 000 euros tu as emprunté. Oui, en comptant ma résidence principale, c'était un peu plus de 500 000 euros, 550 000. Voilà, 550 000 euros voilà, de prêt pour un salaire de 2500 euros. Voilà, ça n'a pas été facile. Hein. Kim, il le dit lui-même, ça n'a pas été facile. Il n'a pas été accueilli les bras ouverts dans les organismes bancaires. Il s'est chopé 12 refus, même peut-être bien d'autres par rapport à ses autres projets. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est l'arrivée, quoi. C'est la finalité du projet. Et la finalité du projet, c'est qu'avec 2500 euros, 2400, 2500 euros de salaire par mois, il a réussi à emprunter près de 600 000 euros. Donc comme quoi, c'est largement possible à la personne qui veut bien l'entendre et qui veut bien se bouger surtout. Oui, sachant que même avec des salaires moindres, on peut emprunter plus. Je vois régulièrement des cas Ah oui, bien qui sûr. empruntent plus que moi, qui ont des salaires bien moindres. Complètement. Et là aujourd'hui, tu es dans quelle philosophie aujourd'hui? Tu continues d'investir? Comment ça se passe pour toi? T'en es où maintenant? Maintenant que tu as eu 2 places de parking, une coloc, en tout 12 locataires à gérer, ta résidence principale, comment il se passe l'avenir pour toi? En fait, l'année dernière, ce que j'ai fait, j'étais plutôt en période d'arbitrage 2017. Ouais. J'ai plus vendu que acheté. J'ai Ouais. fait ce qu'on appelle un pas en arrière pour en faire 3 Pour en faire 5 dehors. Ouais. Oui, c'est. Ouais. Du coup, j'ai revendu ma résidence principale, celle qui était ma résidence principale à ce moment-là. J'ai fait 21 000 euros de plus-value Ouais. et j'ai revendu ma première colocation D'accord. que j'ai revendu 350 000 euros. Pour revenir à ta première colocation, justement, l'internaute il va peut-être se poser cette question, par rapport à toutes les modifications que tu avais fait dans la chambre, dans le salon de la maison, où tu avais supprimé la pièce de vie, tu avais fait 2 chambres, est-ce que ça n'a pas été compliqué justement de la revendre? Non, parce que justement, en fait, j'ai revendu sous forme d'investissement. Un investisseur, J'ai d'accord. revendu en fait une rentabilité Ouais. qui était de presque 9%. Ouais. Donc en fait, la personne n'avait presque rien à faire en fait. Tu l'as pas revendu à un père de famille, à une famille. Non. On t'a vraiment cherché le profil de l'investisseur pour que ce soit plus facile à vendre. Oui, ça d'ailleurs, j'avais tourné L'annonce. l'annonce Ouais. sous forme d'investissement. En D'accord. montrant justement toutes les cartes, tous les chiffres, tout le montant de tous les loyers, les charges, plus, je montrais clairement le côté investissement, Ouais, ouais. pas du tout le côté habitation. D'accord. Donc, ce qui fait que en fait en 2017, avec mes reventes de biens, je me suis retrouvé en fait avec 131 000 euros de cash sur mon compte en banque. D'accord. Si parallèlement, tu as commencé à orienter tes projets différemment, tu t'es un peu comme moi, tu as orienté tes projets vers l'infoprenariat, Et aussi vers ça. le partage, les connaissances, le business internet. Donc tu es parti un peu de zéro, comme moi, donc tu as dû aussi te former. Donc, on peut aussi. pas tout courir, on peut pas courir les investissements, courir la formation, courir un nouveau business. Il y a Donc ça c'est aussi, vrai, voilà, aujourd'hui tu gères le business Gilgrim. de Gilgrim. qui est Mania de l'immobilier, qui possède plusieurs centaines de biens sur Paris. Tout à fait, ouais. Donc qui est aussi une des plus grosses fortunes En France. à titre de nom propre en fait. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a Donc pris beaucoup de travail, quoi. Beaucoup de travail, beaucoup de responsabilité de travailler avec de temps, un personnage comme d'énergie, lui, de temps, d'énergie. de stress, parce que c'est vrai que première fois que je côtoie une personne de ce niveau financièrement parlant. Surtout que Gilles, c'est un compétiteur, quoi. Aussi, oui,
c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime les challenges, qui aime que ça aille vite, que ça se passe aille vite. bien. Donc forcément, oui, j'ai pas. C'est une période où, enfin 2017, où De transition. j'ai commencé avec Gilles Grimm. Donc j'ai fait des arbitrages, ce qui était mieux. Ce qui est mieux parce qu'en immobilier, il faut toujours à un moment faire des arbitrages, c'est important. Ouais. Ce qui fait que cette année, je vais reprendre les investissements fin d'année. D'accord. Non, bah voilà, je tenais à vous présenter le profil de Kim. Parce que déjà, Kim, c'est un bon ami que je côtoie régulièrement. J'avais envie de vous évoquer, de vous montrer son parcours. Voilà, d'une personne avec un salaire, on va dire presque lambda. En 2400 euros, il est quand même au-dessus de la moyenne nationale. La moyenne nationale, je crois qu'elle est de 1400 euros. Mais voilà, il n'y a pas besoin de gagner 2400, comme il a pu vous le dire, pour emprunter dans l'immobilier. Avec le SMIC, la personne, moi je côtoie des gens qui ont investi dans plusieurs appartements, dans plusieurs biens en gagnant le SMIC. Donc voilà, c'est vraiment avant tout un état d'esprit, une philosophie de vie. Donc voilà, pour ceux qui gagnent 2400 euros, si ça peut vous permettre de vous reconnaître dans le profil de Kim, si ça peut aussi vous donner des idées d'entrepreneuriat, d'investissement, j'espère, voilà, ce sera super. Et n'hésitez pas à continuer de vous former, n'hésitez pas à regarder les autres témoignages, les autres interviews, les sketchs que je propose gratuitement à la diffusion pour continuer de vous former. Et moi je vous retrouve rapidement pour de nouvelles interviews, de nouveaux des témoignages de gens qui passent à l'action et qui sortent de leur zone de confort. A très vite, bye bye, Bye. ciao.